on parlait que de fait de devenir vieille, garder ses cheveux longs et oublier la mini-jupe. Je me suis dit, il y a peut-être autre chose à dire de ces femmes-là. Ok, l'actu, elle dit ça, mais comment on peut attraper le truc autrement, avec un autre regard, avec un prisme décalé. Le fait d'avoir les cheveux gris, ça devenait sexy d'un seul coup. Il y a beaucoup de déclaratifs, mais dans la vie, est-ce que ça joue vraiment ? Est-ce que du coup, ça permet à ces femmes de récupérer une place pleine et entière ? Je crois pas du tout. C'est-à-dire qu'on en parle, on montre, on affiche, mais les représentations et les imaginaires, ils sont quand même calqués sur un vieux modèle. On est dans l'anti-âge, dans l'anti-vieillissement. Mais quand tu as une mixité dans les âges, dans les compétences, c'est source de performance. Enfin, je veux dire, ça, toutes les études le montrent. Et pourtant, tu as quand même cette espèce de refus des entreprises à recruter ou des gens de plus de 50 ans. Salut Sophie, ça va ? Ça va bien et toi ? Bah écoute, ça va très bien. Je suis ravi de te recevoir. Alors, je suis désolé, la salle est un peu obscure. Ça fait un peu interrogatoire. Non, mais c'est ce que je te dis, il n'y a personne qui observe derrière et qui prend des notes. Il y a personne qui nous observe. On est en contact par Laetitia. Oui, super Laetitia. Super Laetitia Vito, avec qui on a enregistré il y a quelque temps un épisode sur l'intergénérationnel. Et j'ai une question traditionnelle que je pose à la fin de chaque épisode. Je te la glisse maintenant parce que je pense que dans quelques minutes, ça sera à toi d'y répondre. Mais je lui ai demandé qui il faut que je rencontre pour continuer à creuser ce sillon et à ce qu'on parle un petit peu de comment on traite l'âge dans notre société. Et elle m'a dit, faut que tu parles avec Sophie parce qu'il y a un gros sujet. Elle s'attaque à un gros sujet, la place des femmes dans la société, des femmes âgées. Alors, je ne sais pas si on va dire des femmes âgées, des vieilles, parce que tu les appelles comme ça. Moi, je revendique le terme de vieille, parce que le terme de senior, il est horrible, parce que tu es senior dans les boîtes à partir de 45 ans jusqu'à la tombe. Et quel est le point commun sur ce laps de temps ? C'est une espèce de mot informe. Donc, vieille, c'est bien. Moi, je me fais à chaque fois reprendre dès que je poste un truc et je mets vieille. On me dit, oh là là, manque de considération, aucun respect. Je dis, mais en quoi c'est devenu une insulte ? C'est comme si tu disais jeune et qu'on dise, mais ça va pas, non, de m'appeler jeune, c'est insultant. Alors, c'est marrant parce qu'on a eu à peu près cette discussion d'introduction avec Laetitia et je lui ai raconté que je fais un peu de course à pied et la fédération d'athlétisme a changé les noms il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, j'aurais dû être vétéran maintenant. Je suis master. Un master, c'est après vétéran ? Non, ça a remplacé vétéran. Parce qu'effectivement, t'étais vétéran à 40 ans. C'est fou, non ? Ouais, super. Bon, on est rentré dans le vif du sujet. Tiens, Sophie, est-ce que tu veux bien te présenter ? Bien sûr. Alors moi, je m'appelle Sophie Dancourt. Je suis journaliste à la base. Et quand j'ai atteint l'âge, paraît-il, canonique de 55 ans, je me suis demandé, je regardais à l'époque, je ne le fais plus, mais j'avoue que je regardais pas mal les couvertures de la presse dite féminine. Mm-hmm. Et en couverture, je voyais toujours des femmes plutôt très jeunes. Et je me disais, il n'y a pas de femmes de mon âge et elles sont où ? Et les rares fois où t'en voyais, elles avaient tout le physique de leurs filles. Elles étaient minces, elles n'avaient pas de rides et elles n'avaient pas de cheveux blancs à l'époque. C'était pas du tout à la mode. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, on est peut-être 12 en France, donc du coup, pas la peine avoir des cheveux blancs. Oui, ou à passer un cap sur l'âge. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, mais je vais quand même aller voir les chiffres. Et les chiffres de l'INSEE disaient quand même pas loin, entre 9 et 10 millions de femmes entre 45 et 65 ans. Et je me suis dit, aïe, 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 mais elles sont où ? Pourquoi je ne les vois pas ? Et pourquoi, quand on les représente, ça ressemble à rien et ça ne vous ressemble pas du tout ? Donc c'est comme ça que je me suis dit, je suis journaliste, je vais commencer par faire un blog. Parce qu'à l'époque, je bossais ailleurs, je faisais de la com éditoriale dans une collectivité. Je me suis dit, je vais commencer, je vais aller voir un peu ce qui se passe. Et puis finalement, j'ai trouvé ça tellement intéressant que je me suis dit, pourquoi ne pas faire un média ? Sans avoir absolument aucune idée de ce que c'était que faire un média. Mais je me suis dit, allons-y joyeusement. Et là, j'ai vu passer, alors comme quoi parfois la vie est bien faite, un appel à intégrer un incubateur dédié à l'émergence des nouveaux médias. Ok. Et je me suis dit, voilà, j'arrive. Le nom du média, faut que tu nous le dises. Hein. J'ai piscine avec Simone. T'as piscine avec Simone. Ouais. J'ai piscine avec Simone.
Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient? Simone, je pense qu'on la visualise assez bien. Ouais, les femmes de caractère, d'influence, les de Beauvoir, les Signoret, les Veil. Les Veil, ouais. Et la piscine, c'est l'idée de se dire qu'on ne sort pas du grand bain de la vie et qu'on reste dedans. D'accord. Et qu'on y va, et on y va avec Simone. Donc on y va en étant un peu armé et avec une envie de très grande visibilité. Ok. Comment dire? Alors, je veux dire, la mission ou la thèse de ton média, c'est quoi? C'est mettre ces femmes en avant, c'est décrypter des phénomènes de société. Comment tu organises ta ligne éditoriale sur ces sujets? Alors, moi, je suis partie du fait qui était de dire on est nombreuses, mais elles sont où? Alors, dans un premier temps, c'était où elles sont, qu'est-ce qu'elles font? Et quel est le récit qu'on fait de ces femmes? Et en fait, très vite, je me suis aperçue que le récit était plutôt négatif, pathologisant, délétère. Et on parlait du vieillissement et pas du tout de... on parlait que de fait de devenir vieille, de comment paraître 10 ans de plus, comment ne pas surtout garder ses cheveux longs et oublier la mini-jupe. Enfin, on lisait que ça. Et donc, je me suis dit, il y a peut-être autre chose à dire de ces femmes-là. Et donc, je suis allée un peu fouiller. J'ai été chercher des femmes que dans mes veilles où je voyais qu'elles faisaient des trucs un peu intéressants, là où on ne les attendait pas. Et c'est comme ça que le média s'est nourri. Et finalement, l'idée, c'était de dire, de changer les récits. Moi, je voulais vraiment que les récits sur cette tranche de vie changent complètement. Et soit plutôt, alors j'aime pas trop le terme inspirant, mais en tout cas qui puisse laisser penser qu'il n'y avait pas qu'une issue fatale et tragique au fait de prendre de l'âge. Pour illustrer ce point, est-ce qu'il y a une histoire ou un récit qui t'ont marqué ou qui ont marqué un point d'inflexion dans la trajectoire de J'ai pisciné avec Simone? Je me souviens d'un des premiers articles que j'avais fait, qui était plutôt l'histoire d'une femme qui, à 50 ans, s'était fait virer, mais de façon assez tragique. Et cette femme avait quasiment tout perdu. Et elle s'était reconstruite petit à petit et avait changé de voie. Elle avait changé de job, mais ça lui avait demandé un effort assez considérable. Okay. Et je m'étais dit, mais quand même, c'est intéressant cette façon de pivoter et de se dire, au bout d'un moment, j'aurais plus le job que j'avais, je retrouverais pas le même forcément. Donc, faisons autre chose. Et je trouve que c'est cette capacité de switcher qui m'avait interloquée. Et je me suis aperçue après que c'était des femmes de cet âge-là qui avaient cette grande capacité à le faire. Pour plein de raisons, parce qu'elles avaient vécu 2 milliards de transitions dans leur vie professionnelle, personnelle, et qu'en fait, elles étaet super adaptables, contrairement à ce qu'on raconte. Ok. Et pour toujours revenir sur ta ligne éditoriale, comment tu as construit le média? Est-ce que tu as tout de suite verticalisé? Enfin, tu parles d'un blog aujourd'hui. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner sur alors où vous en êtes? Je l'ai construit. Alors, le blog, au départ, j'avais des rubriques qui s'appelaient Petit bain, Grand bain. Genre, je crois même que j'avais mis Pédiluve. La métaphore avait été poussée à l'extrême. Oui, j'avais poussé. Et jusqu'au moment où, au sein de l'incubateur, on m'a dit non, mais alors ça, tu vois, ça passera jamais pour la commission. Parce que j'ai obtenu un numéro de commission paritaire auprès du ministère de la Culture. Et ils m'ont dit là, t'oublies. Il faut rentrer dans les cases maintenant. Il faut rentrer dans les cases. Donc avec des trucs très structurés, très classiques en fait, avec de l'actu, de la société, de la culture. J'avais une rubrique qui s'appelle Ailleurs, qui est qu'est-ce qui se passe à l'étranger. Et puis une rubrique études, parce que je voyais passer des études et je trouvais que c'était bien sans faire l'écho. Donc c'est un rubricage, je dirais, hyper classique. L'idée, c'est plutôt d'avoir un ton un peu décalé, un peu différent que ce qu'on peut lire dans d'autres types de médias. Ouais. Il y a une incarnation, en fait, si tu veux. Je voulais que le média soit très incarné. Et comme on est une petite équipe, j'ai privilégié cette voie de l'incarnation plutôt que de la diluer. Il y a un petit côté reporter, tu vas tendre ton micro. Oui. Alors, je te faisais le feedback en préparant. Moi, je trouve votre compte Insta. Alors, tu m'as dit, il y a combien d'abonnés sur on est à 9005, presque 10 000. Quoi. J'espère que dans quelques temps, on sera à 10 000. J'espère qu'après l'épisode, tu seras à 10 000. Ouais, on va être à 120 000. En fait, ce que je te disais, c'est que je trouve le format assez percutant. Format mini-portrait. Est-ce que tu peux nous raconter, alors je sais pas si c'est sur ce projet-là, mais tu vois, il y a un côté, vous êtes une petite équipe. Le sujet, il est vaste. Comment tu arrives à un peu rationaliser certaines approches
Alors, C'est de dire, tiens, en fait, cette histoire, faut qu'on arrive à la décliner, mais faut qu'elle soit aussi super simple à comprendre, quoi. oui, l'idée, c'était d'avoir... d'aller chercher l'actu. Alors, l'actu, tu as parfois plein de comptes qui te racontent la même chose parce que c'est le truc du jour. Et chaque fois, l'idée, moi, c'est d'aller dire, OK, l'actu, elle dit ça, mais comment on peut attraper le truc autrement, avec un autre regard, avec un prisme décalé. Et ça, c'est toujours un peu l'idée d'aller chercher l'info qui n'est pas vraiment dite, mais qu'on peut décrypter ou décoder à partir d'un fait assez classique, finalement. J'ai un exemple, alors je suis désolé, je vais prendre un exemple d'homme, mais d'ailleurs dans les portraits, il y a des hommes aussi. Oui, bien sûr. Bon, il se trouve que notre ancien Premier ministre Lionel Jospin est décédé il y a quelques jours, et j'ai trouvé que le traitement que tu avais fait de cette info est super intéressant. Et moi, j'avais oublié tout ce qui a été fait sous son gouvernement notamment, et sous son initiative, sur l'égalité, la parité. Ouais. Et je trouve qu'à chaque fois, si tu veux, l'idée, c'est de ramener quand même ça au sujet des femmes et au sujet des droits des femmes. Et je pense que c'était bien de rappeler ce qu'il avait fait, parce que tu t'aperçois que c'était un peu passé à la trappe. On ne l'a pas trop présenté comme ça. Et à chaque fois, voilà, ça c'est un exemple d'info qu'on ramène à notre sujet principal. Depuis que tu as lancé cette initiative, ce projet, ce média, est-ce que tu vois les choses évoluer dans le bon sens dans les médias plus traditionnels ? Alors tu me disais que dans la construction, il y a eu une forme de, je sais pas, de rejet, enfin si, sans doute de rejet d'une certaine forme, mais simplement de te dire, en fait, les magazines féminins notamment traitent le sujet de manière hyper culpabilisante et de l'ordre de l'injonction. Est-ce que tu vois les choses évoluer ? Comment tu vois les choses évoluer là-dessus ? Alors, ça a évolué. Maintenant, tu vois des femmes qui ont plus de 40 ans en couverture de pas mal de féminins. Il y a une espèce de vague qui était après le fait d'avoir les cheveux gris, ça devenait sexy d'un seul coup. Donc, l'idée, c'est toujours de se dire, oui, alors ça suit. Il y a beaucoup de déclaratifs. Mais dans la vie, est-ce que ça joue vraiment ? Est-ce que ça joue dans la société ? Est-ce que du coup, ça permet à ces femmes de récupérer une place pleine et entière ? Et en fait, je crois pas du tout. C'est-à-dire qu'on en parle, on montre, on affiche, mais les représentations et les imaginaires, ils sont quand même calqués sur un vieux modèle. Et alors, si on cherche la source du problème, est-ce que c'est le média en tant que tel, ou est-ce que c'est l'annonceur aussi qui est derrière ? Parce que si on parle de cette presse-là, elle est quand même très très liée à l'annonceur. Bien dans sûr. Son schéma. Je te pose la question sur ton business model aussi, comment tu vis à travers ce média-là. Mais le fait est, c'est que j'imagine que encore une fois, je suis pas expert du sujet, mais que la cosmétique, que la beauté, que les parfums, que on voit très bien les grandes marques qui sont derrière là-dessus. Il y a une connivence, en tout cas un alignement de cible, et je regarde plus tellement la télé et je suis pas vraiment la cible, mais dans mon imaginaire, ces pubs-là sont effectivement des modèles qui vendent de la crème anti-rides, elles ont 25 ans, donc en fait, c'est... On est dans l'anti, est dans l'anti-âge, dans l'anti-vieillissement, dans l'anti... Et en fait, la cosmétique, c'est un marché de dingue. C'est-à-dire que si tu cibles les femmes à partir de 45-50 ans, c'est un marché exponentiel. Donc évidemment, c'est pas très malin quand tu es dans l'industrie de la cosmétique de dire aux femmes acceptez-vous comme vous êtes. Tu tues ton marché. Donc évidemment que quand tu as des annonceurs, tu peux toujours faire, je pense, aujourd'hui des papiers en disant, en éditorialisant le fait que âge de liberté, de machin, de trucs. Mais si dans la page d'après, tu demandes à une femme célèbre ou un peu connue quelle est votre routine beauté, tu vois, on a quand même 2 salles, 2 ambiances. Donc, évidemment, je pense que c'est pas si simple. Et moi, j'avais été étonnée quand à l'époque, on faisait un podcast avec une journaliste qui a bossé longtemps dans un magazine genre femmes plus de 50 ans. Et elle disait, mais en fait, d'abord, ils ne pouvaient pas avoir des pages mode parce qu'il n'y a aucune marque qui voulait filer des fringues ou des vêtements pour une cible de plus de 60 ans. Parce que genre ça déclassait carrément la marque, très sympa.
Et ensuite, les femmes elles-mêmes ne voulaient pas voir de femmes de leur âge sur les couves des magazines. C'est-à-dire que l'âge acceptable, si tu as un magazine pour des femmes de plus de 60, 65 ans, l'âge acceptable du mannequin, c'est 35 ans. Ok. Donc, en fait, tu as une intériorisation de ce propre vieillissement par les femmes elles-mêmes aussi. Donc, ça donne des trucs super compliqués. Comment on lutte contre ça ? Ah bah, c'est très long. Déjà, il faut faire prendre conscience, quand on a ces intériorisations-là, que ça fait partie d'un système, que c'est systémique. Que c'est pas de notre faute et que c'est... Que c'est pas un cas individuel, qu'en fait on est dans un système archipatriarcal. Je crois que personne ne peut le nier aujourd'hui, à moins de sortir d'une grotte depuis un certain nombre de décennies. Mais on est dans un système patriarcal et déjà en faire prendre conscience et surtout faire prendre conscience des effets que ça a. Parce que ça a des effets dans ta vie de tous les jours, dans ta vie professionnelle aussi, dans la manière dont tu vas conduire ta vie. Si au boulot on dit qu'à 50 ans tu es bonne à acheter, ça va être problématique. Aujourd'hui, la moyenne d'âge de vie des femmes, c'est plutôt autour de 85. Donc tu fais quoi des 35 années qui restent ? Tu vas où ? Il y a quand même des choses qui fonctionnent pas. Dans les trajectoires que tu mets en avant dans le média, est-ce qu'il y a des choses qui seraient comment dire, à montrer comme des exemples ? Alors je sais que t'es pas à l'aise avec le terme d'inspiration, mais tu vois, de ces rôles modèles, enfin de nouveaux rôles modèles peut-être à faire émerger sur ces sujets. Bah, je pense qu'il en faut. Et par exemple, moi je suis toujours très étonnée parce qu'il y a des études, alors c'est des études qui ont été faites aux États-Unis sur les entrepreneurs et ceux qui montaient des startups. Et en gros, les stats disaient les résultats qui performent, c'est quand les entrepreneurs et les femmes ont plus de 50 ans. Donc il y a un truc qui est très schizophrénique en fait, c'est que tout le monde a les études. Tout le monde sait que, et de toute façon, Laetitia, elle a dû te parler de ça dans l'intergénérationnel, que les équipes mixtes... Ouais, mais tu sais que la communication, c'est de la répétition, donc je pense que si on peut le répéter, si jamais les gens qui nous écoutent n'ont pas écouté cet épisode... Bah, faut aller le faire, alors. Ouais. Mais quand tu as une mixité dans les âges, dans les compétences, c'est source de performance. Enfin, je veux dire, ça, toutes les études le montrent. Et pourtant, tu as quand même cette espèce de refus des entreprises à recruter ou des gens de plus de 50 ans. Parce que ce qui a été acté dans les études, en fait, ça ne rentre pas dans leurs imaginaires. Ok. Et tu as un exemple, toi, de personne que tu as interviewée, au parcours que tu as pu relater dans le média ? De qui Une femme entrepreneur, plus de 50 ans. Ah bah, y en a plein qui changent, qui switchent. Ouais. Parce que d'abord, elles n'ont pas forcément le choix. Et puis, c'est aussi le moment, je trouve que c'est un âge où finalement, tu te dis, et si on faisait un peu des trucs qu'on n'a pas fait et allons-y, quoi. Et ça, je trouve que c'est un discours que j'ai beaucoup entendu, qui était de dire, c'est des moments aussi de vie où tu peux switcher sur le plan perso. Tu peux te séparer, tu peux refaire ta vie, tu peux changer de direction. Tu as un peu moins le poids. Tu as moins le poids des injonctions, en fait. On t'a tellement dit que de toute façon, ton truc, c'était mort à partir de 50 ans que finalement, tu te dis, bah, finalement, l'invisibilité, ça peut aussi servir à faire des trucs où tu fais les trucs dans ton coin, personne vient t'enquiquiner parce que finalement, tu as assez peu d'importance dans la place de la société. Et quand ça marche, les gens font, waouh, mais quand même, et tout, comment c'est possible ? Si on revient un peu, toi, sur ton parcours dans cette aventure, c'est quoi tes plus grands apprentissages ? Je sais que tu écris beaucoup aussi sur au-delà du média. Alors, moi, mes plus grands apprentissages, en fait, j'étais un peu l'illustration de la fille qui lit monter son entreprise pour les nuls. Ok. J'ai pas fait les bonnes études. Moi, je suis universitaire, donc j'ai pas fait d'école de commerce. Donc, c'est le truc. C'est ça les bonnes études ? Bah, il paraît que pour être entrepreneur, il faut faire des écoles de commerce. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a raconté. Après, j'ai jamais pu le vérifier. Donc, j'ai pas fait ça. Ouais. En revanche, j'ai fait un truc qui m'a vraiment remué la tête et je pense que ça m'a vraiment donné le coup de pouce. C'est que j'ai vu passer un appel à participer à un week-end start-up. Ouais. Alors, pour les gens qui savent pas ce que c'est du tout, en gros, tu arrives le vendredi ou le samedi matin, tu arrives avec un projet,
Donc moi, c'était genre, je vais faire un petit média, parce que petit, sentiment, syndrome de l'imposteur, tout y était. Et voilà. Et genre, tu pitches ton sujet pendant 1 minute. Après, tu avais un jury avec des gens très sérieux, des entrepreneurs, des RH. C'était dans quelle C'était start-up Grandes Écoles. Alors moi, c'était Grandes Écoles au féminin, le réseau, qui a, je crois que c'était une des premières éditions, et qui en fait une tous les ans. Okay. Et je trouve ça super bien. Et j'y suis allée, mais genre, tout va bien. Je sais pas. C'est ouvert à tous? C'est ouvert à tout le monde. C'était même pas, il n'y avait pas de critères de quoi que ce soit. Okay. C'est une femme, un projet. Donc tu vois, c'était le truc. C'est basique. Hein. Ok. Et donc tu pitches. Alors je sais plus, on était assez nombreuses. Ils en retiennent 10, donc je me retrouve dedans. Je fais bon, ok. C'est le jury qui fait une présélection. Ouais. Ok. Après, tous les gens qui n'ont pas été sélectionnés, ils sont répartis avec tous ceux qui sont dans les 10. Et tu as toute la journée du samedi et le dimanche matin pour présenter ton projet avec un truc super maîtrisé, un business model, un business plan, comment tu démarres, avec quel fonds et tout. Et là, je regarde le truc, je me dis, c'est quoi un business plan? En fait, je savais ce que c'était, mais comment tu construis, etc. Ouais. Et le truc qui était assez sympa, c'est que tu avais des mentors qui circulaient de table en table et qui ont très bien vu tout de suite que j'étais pas du tout câblé business. J'étais vraiment sur l'idée, l'intention. Et en fait, le truc était tellement... il y avait une tellement bonne stimulation que finalement, j'ai appris plein de trucs en 48 heures. J'ai pitché le truc à la sortie un peu en mode ouais, j'y vais et on verra bien. Et j'ai eu un prix coup de cœur. Ok. Mais totalement rien d'attendu. Avec une équipe qui s'est façonnée le temps d'un week-end, c'est ça ? Ouais, le temps du week-end. Qui m'ont donné plein d'idées, qui m'ont nourri, qui m'ont expliqué des trucs, etc. Et à partir de là, je me suis dit, bah, ok, si moi je démarre comme ça, un peu, tu vois, au doigt mouillé, et que finalement, on trouve que l'idée, le fait que l'idée soit validée, si tu veux, dans un premier temps, je me suis dit, ok, j'ai qu'à continuer. Et c'est là où j'ai revu passer quelques mois après cet appel à incubation. Et je me suis dit, bon, bah là, il y a un truc, il faut que j'y aille. Et là, en 3 mois, on a vraiment eu qu'est-ce que c'est que l'économie d'un média, comment on construit un média. On a des patrons de presse qui venaient nous raconter comment ils s'étaient cassés la gueule. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Et d'un seul coup, tu dis, ah ouais, super, donc on peut y aller sans complexe. Ça nivelle un peu la marche, quoi. Bah, ça démythifie le côté de l'entrepreneur successful et tout. Alors, il y en a quelques-uns qui le disent. Bien sûr, il y en a plein qui ne le diront jamais. Mais c'était super bien. Et c'est ce qui était génial. Et dans cette façon d'apprentissage, c'est qu'on avait 7 projets, tous à des stades de développement extrêmement différents. Et on s'est tous portés comme ça. Et on se racontait comment on allait faire tel truc, comment on allait aller chercher de l'argent, comment on allait postuler pour des bourses. Et finalement, moi, j'ai appris énormément comme ça. Et quand je ne savais pas, je prenais des bouquins. Et je prenais des bouquins en disant, je vais leur dire, je vais lâcher quelques mots-clés, comme ça, je vais avoir l'air de... Mais en fait, quand tu ne sais pas, le truc, c'est d'y aller en disant, je fais comme si. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que la posture, ça pouvait être 50% du truc. Et ta posture, si tu as compris que ça marche aussi à ça, alors évidemment, si derrière tu es une quiche et que tu n'es pas capable d'avoir un développement et d'avoir 2-3 idées construites, évidemment, ça ne marchera pas. Mais je pense que dans ce que j'ai le plus appris sur comment on devient entrepreneur, c'était aussi cette question de tout ce qui n'est pas dans les métriques, qui est ta posture, la manière dont tu vas aller chercher les gens, la manière dont tu vas leur raconter ton histoire. Et ça, c'est comme ça que j'ai appris, en fait. C'est hyper intéressant. Et j'ai même une question qui est même avant ce Startup Weekend. Comment tu as découvert l'existence de ce Startup Weekend ? Et c'est quoi le truc où tu t'es dit, bon, allez, j'y vais ? Alors, le truc, il m'est passé sous le nez, je pense, c'était un post, je ne sais plus où, à l'époque, j'allais sur Facebook, je crois. À l'époque, hein, mea culpa. Et je vois passer le truc, et je me dis, moi, je crois aux signes dans la vie, mais vraiment, tu sais, moi, je me dis, je vois des signes, je fais, alors ça, il faut y aller. Parce que c'était l'époque... C'était entrepreneuriat au féminin, un peu les mots-clés. Ouais, c'était les mots-clés. Et puis le côté...
J'ai pas besoin d'arriver avec un projet Ouais, c'est complètement ça. ficelé, quoi. Et puis ça tombait surtout au moment où moi je commençais à m'ennuyer sérieusement dans mon job. Et j'avais commencé le blog et j'étais entre les deux. Et plus je voyais le truc, je me disais, mais j'ai tellement envie de continuer plus là. Et ça m'a demandé, en fait, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Ce week-end startup est arrivé à ce moment-là. Et quand je suis ressortie le dimanche, j'ai dit, ok, bah c'est super, je démissionne. Ah oui. Oui. Et comme j'étais dans la fonction publique, je me rappelle le DGS de l'époque me dit, mais tu vas pas faire ça. Tu prends une disponibilité. J'ai dit, mais jamais de la vie. Parce que même si je me plante, mais j'aurais appris tellement de trucs que ça va me sembler tellement fade de revenir que je pourrais pas. Je vais prendre une mauvaise métaphore, mais t'as sauté dans le grand bain. Ouais, et sans parachute. Sans bouée. Sans bouée, sans rien. Brassard. Sans brassard. Bah, merci beaucoup pour ce partage. Moi, je trouve il est riche d'enseignements. Le côté signe, le côté curiosité et effectivement, je pense que c'est tu vois, les croyances limitantes que tu avais sur l'entrepreneuriat pour les écoles de commerce et de se dire mais jamais je peux contacter ces gens, je suis pas légitime et tout. On le vit tous à des stades ouais, je suis sûr de ça. Différents. On le vit sous d'autres formes aussi. Hein. Je vais pas monopoliser la parole, mais moi j'ai fait plutôt une école d'ingénieur et dans le chemin de l'entrepreneur, c'est plutôt le côté non balisé. Oui. Qui fait très peur, où tu te dis mais en fait moi je sais faire quand il y a je sais dérouler quand il y a un guide. Là en fait il y a pas de bonne réponse à la fin de la journée. Jamais. Jamais. Il y a là où tu vas et de toute façon faut que tu y ailles et que tu te débrouilles là où tu vas. Aujourd'hui, si on parle un peu du business model, comment ça fonctionne, tu as de la pub sur le site, tu as comment ça marche? Alors j'ai délibérément tourné le dos à la pub et au modèle payant de lecture. Okay. D'abord parce que je produisais pas assez de contenu, si tu veux, au démarrage, pour pouvoir proposer une offre payante. Je pense qu'il faut quand même pouvoir donner à lire un certain nombre de choses, qualitativement et quantitativement. Ouais. Qualitativement, j'espère, mais quantitativement, c'était absolument impossible. Donc, je me suis dit, là, j'y allais vraiment avec l'intuition et je me suis dit, de ce que je vois à l'extérieur des organisations, je vais y aller, je vais mettre ma casquette d'accompagnement. C'est-à-dire, pourquoi il y a un sujet ? Parce qu'il y a 10 ans, quand je suis arrivée là-dessus, on m'a dit « Oh, mais t'as peur de vieillir ». Ouais, c'est ta petite marotte du moment, quoi. C'est juste histoire de passer le cap et ça ira mieux après. Mais il y a 10 ans, les gens me regardaient comme une extraterrestre en disant « Il n'y a pas de sujet ». Et quand j'arrivais à décrocher des rendez-vous dans des entreprises, ce qui était super rare, on me disait oh, « Mais pas chez nous. Hein. » Et je disais « Mais vous le savez comment ? Vous leur demandez ?» Ben non, on ne vient pas nous voir. Donc s'il y avait un problème, on viendrait nous voir. Ouais, on revient sur le sujet de l'intériorisation que tu évoquais tout à l'heure. Et là, je me disais, je pense qu'il y a quand même des trucs à faire. Et alors, ça a mis énormément de temps. Parce que j'ai dû développer... j'ai commencé en disant, bon, si on fait un peu de conscientisation, on va faire des conférences, mais en mode un peu détendu. Pas des trucs hyper stressants, etc. Et après, j'ai conçu des ateliers aussi. Genre, vous en êtes... Qu'est-ce que l'âge dit du parcours des femmes à partir de 50 ans ? Et ça a mis un temps assez long à se développer. Là, ça commence à devenir récurrent. Mais j'ai quand même pris les rames parce qu'aujourd'hui, le sujet, il est hyper tendance. Et ce que je te dis, il y a 10 ans... faut surfer cette vague maintenant. Oui, mais avoir un pressentiment qui s'avère juste trop en avance, c'est pas terrible. Ouais, tu pédales dans la semoule pour un certain temps. Le côté avoir raison un peu trop tôt, je pense que c'est super compliqué en fait. Ouais. Faut réussir à redécouvrir le sujet quand il reprend, quoi. Oui, et après, le truc, c'est toujours te dire, comme moi je suis le premier média sur ce sujet-là, enfin l'avoir posé il y a 10 ans, c'est comment je garde l'avance. Ouais. C'est comment tu vas avoir le coup d'avance par rapport à ceux qui, par exemple, racontent les trucs que moi je racontais il y a 3 ou 4 ans. Et ça, c'est quand même le truc qui me pousse toujours en disant « Ok, tu vois ça comment, mais comment tu peux le décoder autrement, l'analyser autrement, et puis surtout donner des leviers ?»
Ouais, la chance que tu as, c'est que tu as déjà décrypté le sujet, donc tu vas aller quand même beaucoup plus vite, même si tu dois mettre à jour Oui, non, mais bien sûr. là-dessus ou des choses comme ça, ou de le caler sur un angle un peu plus actuel. T'as quand même t'as plus à prouver ta légitimité sur ce sujet. Non, et en tout cas, peut-être que je devrais le prouver, mais je me mets plus en position de me dire que j'ai approuvé. Ok, très clair. Donc, ce que tu me dis, c'est que la majeure partie du modèle de revenu vient d'interventions d'entreprise. Aujourd'hui, donc, c'est des formats ateliers participatifs. Ouais, des conférences. Tu travailles pour quel type de... Tout type d'entreprise. Ok. Je peux passer aussi par des intermédiaires qui gèrent des clients et qui ont besoin d'un format spécifique. Donc, ça peut être des tables rondes aussi. J'ai beaucoup de collectivités territoriales. D'accord. Énormément. Ok. Parce qu'ils ont un besoin clair. Ils ont 63% de femmes au sein de la fonction publique territoriale. Donc, il y a des vrais enjeux. Et des enjeux avec des leviers activés très vite, en fait. Ils cherchent des solutions. Ok. C'est quoi pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi les... Je vais parler en symptômes, je suis désolé. Hein. Vas-y. Les signaux faibles, on va dire ça. Ou forts d'ailleurs, qui font que les gens t'appellent. En général, c'est quoi ? C'est suite à des signalements, suite à... Non, mais je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'en faisant l'état des troupes, pourquoi il y a des femmes qui quittent leur job ? Pourquoi il y a plus d'arrêt maladie, peut-être ? Ça, c'est jamais dit. Mais comment on peut garder la désirabilité de leur présence, même ne serait-ce que pour elles, à ne pas switcher, à ne pas quitter les entreprises ? En fait, c'est des vrais sujets. Et les Britanniques, qui sont quand même toujours beaucoup plus en avance que nous, parce qu'ils font des stats et ils lient le genre avec les données, ce qu'on ne fait pas trop encore ici et qu'on devrait faire, je trouve. Mais voilà, ça commence à venir. C'est de dire pourquoi les femmes démissionnent, par exemple. Il y a une entreprise financière en Grande-Bretagne qui a fait une étude, notamment sur les questions de ménopause, parce qu'elle s'apercevait que c'était l'âge où les femmes préféraient partir à la retraite, en pré-retraite ou en reconversion, plutôt que de rester dans un environnement où il n'y avait pas de management dédié. Et en fait, il y a eu des initiatives qui ont été portées et pas avec des trucs chamboulements total. C'était du genre de dire peut-être un peu plus de télétravail, peut-être que si on porte un uniforme, les faire un peu moins serrés. Enfin, des choses très simples et basiques, mais parce qu'à la tête de ces entreprises, tu avais des femmes qui étaient concernées. Tu as une corrélation forte entre la prise de conscience et le fait que le management soit plus féminin Alors, je pense que c'est vraiment pas un sujet RH. Ok. Je pense pas du tout que ça soit ça. C'est-à-dire que ça leur retombe sur la tête, mais en fait, c'est ni RH ni RSE. La RSE, c'est très bien, tu fais de la com avec. Oui. Je pense que c'est un sujet qui doit être pris dans les CODIR et dans les COMEX. Tu peux pas laisser... C'est un sujet de management en réalité. C'est un vrai sujet de management. Et puis c'est surtout, tu laisses pas les RH se dépatouiller avec ça. Parce que ça s'invente pas. En fait, je veux dire, c'est qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux être une entreprise durable ? C'est-à-dire travailler avec tout le monde ? Ou est-ce que tu te dis, la Gen Z, c'est un peu compliqué, la génération X, un peu périmée, je bosse avec qui ? Et si tu n'as pas ce truc-là, si tu ne fais pas de l'âge un critère de tri, bah, ça va quand même avoir de meilleures performances. Ouais. Oui, et puis surtout, il y a un côté démographique global où on sait que de toute façon, même si on nous parle de... Le réarmement démographique. Réarmement démographique. Ouais, bon courage. Ça paraît quand même compliqué d'éluder ce sujet aujourd'hui. Oui, mais de toute façon, la pyramide des âges te raconte quand même que tu as intérêt, quand tu es une boîte, à te mettre en conformité avec l'évolution démographique. Sans ça, tu risques d'être très désenchanté. Bon, on s'arrête là-dessus. C'est pas forcément une fin la plus optimiste possible. Si, moi j'avais une dernière question. Tes contacts dans les organisations, tu m'as dit, qui sont tes clients dans les organisations ? Ça reste la DRH ou ça monte même au niveau DG Non, mais j'ai toujours des intermédiaires, des chargés de projet. Okay. Beaucoup. J'ai des chargés de projet. Ça peut être des DRH. Ça peut être des réseaux. Moi, il y a beaucoup de réseaux féminins aussi.
ont besoin d'alimenter le sujet, en tout cas d'avoir une feuille de route. Ça peut venir de tous les côtés. Bon, et si on veut te contacter, c'est quoi le moyen le plus simple ? C'est de passer soit par Insta, Ouais. J'ai piscine avec Simone, ou m'envoyer un message via le site jespiscineavecsimone.com. Ok, et écoute, on mettra les liens en description de cet épisode. Merci beaucoup Sophie pour ton témoignage. Et donc je te pose la question que j'ai posée à Laetitia et qui fait qu'on a eu cet échange aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une personne de ton réseau qui serait intéressante qu'on interviewe sur sujet d'apprentissage, un parcours d'apprentissage au sens large ? Revenir sur ce sujet de la place des femmes dans nos sociétés aujourd'hui, la manière dont on peut mettre un peu plus en avant certains parcours. Je me force à avoir à minima la parité, et encore je pense que je suis sur un thème de podcast où j'arrive, c'est pas très très compliqué. Retour d'expérience que je peux faire, c'est qu'il faut que j'invite 2 à 3 fois plus de filles que de garçons pour avoir la parité. On retrouve ce syndrome de l'imposteur d'une certaine façon. Est-ce que tu aurais un contact à me donner ? Je pourrais t'en donner plusieurs, mais moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Héloïse Boll, de Oseille et compagnie, que tu connais peut-être. Non, je la connais pas. Qui parle d'argent, et d'argent avec les femmes. Moi, je la trouve géniale. Va voir. Éducation financière Ouais, éducation, et qui te raconte des choses très concrètes sur l'argent. Okay. Et comment tu peux l'investir quand tu es une femme et ça. Et moi je suis assez fan de ce qu'elle fait. Écoute, on va faire partir une invitation, puis on verra ce que ça donne. Ok. Merci encore une fois, Sophie. Merci à toi. Il me reste à souhaiter une bonne suite ou fin de journée aux auditeurs et aux auditrices qui nous ont écouté jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Learning by Doing. Salut. Salut.